Olivier Grégoire, bonjour. Bonjour Christophe Barbier. Vous êtes secrétaire d'État chargé de l'économie sociale, solidaire et responsable et vous publiez un livre qui s'appelle « Et après ». Et après, pour un capitalisme citoyen, c'est aux éditions Impact, c'est une des collections qu'a développé le Cherche Midi. Et il y a un préfacier qui s'appelle, tiens, Emmanuel Macron. Et bien justement, dans sa préface, le président de la République, quand il parle du statut de société à mission, petite révolution dans le capitalisme de ces derniers temps, il dit « Ce n'est pas le moyen de convertir la société à l'entreprise, mais de convertir l'entreprise à la société ». Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire une chose qu'on partage, du moins que je partage modestement avec le président de la République, qui est que depuis trop longtemps, depuis des décennies, on a le sentiment que l'économie, comme je le dis quelque part, marche sans tête et qu'à côté, en parallèle, le monde politique se déploie. On a un peu perdu, depuis quelques décennies, l'idée que pour faire une société, il y a un levier formidable qui est la politique économique, et que l'économie ne fonctionne pas sans tête. Elle fonctionne au service d'une vision politique, au sens noble du terme politique, polis, la gestion de la cité en grec, comme vous le savez. Aujourd'hui, et modestement, mon parcours en est aussi un exemple. Moi, j'ai travaillé très longtemps dans des entreprises, bien plus longtemps qu'en politique. Vous avez été même entrepreneuse, vous-même. Oui, modeste, mais c'est vrai que j'ai été très longtemps salarié. Ensuite, j'ai monté ma petite entreprise, et ensuite cette aventure politique. Et je crois qu'il y a un message tout simple qu'il est urgent de rappeler, et la pandémie doit, nous, responsables politiques, nous encourager à ce message. Les entrepreneurs sont des agents politiques au même titre que des agents économiques. Les salariés sont au cœur de notre vie politique, et aujourd'hui, l'entreprise peut faire beaucoup pour la société, pour la gestion de la cité, et le politique n'a pas le monopole du projet de société. Et en ça, il est important, je crois, non pas, parce que je vois déjà venir les caricatures et j'y suis habitué, non pas de nous enfermer dans une caricature de Startup Nation ou d'une vision politique qui ne serait qu'entrepreneuriale, mais de rappeler à quel point les entrepreneurs, les salariés de notre pays sont porteurs d'un projet de société et qu'il faut certainement qu'on les écoute plus, qu'on les accompagne plus dans le développement de la société qu'on appelle de nos voeux. On va parler du développement de cette société, de ce nouveau capitalisme. Je voudrais dire un mot quand même de votre grand-mère, couturière. En quoi a-t-elle joué un rôle dans votre réflexion économique ? Jeanne-Yvonne Barson, qui doit m'écouter de là-haut. D'abord, elle m'a appris une chose. Vous savez, on parle beaucoup de la valeur travail. C'est un concept pour beaucoup qui le déploie sur des plateaux sans y mettre de réalité. Moi, la valeur travail, le travail, je l'ai vu et je l'ai appris de cette grand-mère qui, à 14 ans, a quitté sa Bretagne natale et est arrivée comme de nombreuses jeunes bretonnes à Paris, pas très loin de votre studio, sur les grands boulevards, pour faire des ménages, comme on le disait, et comme on le dit encore d'ailleurs, boulevard Haussmann, auprès des bourgeoises de Paris dans les années d'avant-guerre. Elle avait un talent, elle savait coudre. Elle ne savait ni lire, ni écrire. J'ai eu bien du mal quand j'ai appris à écrire et à lire, quand je lui faisais des dictées, je m'en rappelle encore. À chaque fois, je m'énervais et je lui mettais 0. Forcément, elle ne savait pas écrire. Mais elle savait coudre. Elle savait coudre et elle savait une chose qui était qu'on pouvait sortir de tout. On pouvait sortir d'une vie de famille d'orpheline. Ses parents sont morts de la tuberculose juste après la Première Guerre mondiale. Et qu'on pouvait emmener une famille, 4 frères et sœurs, à Paris, travailler, pouvoir subvenir à ses besoins, élever une fille et avoir un ménage et monter dans ce qu'on appelait l'échelle sociale, non pas par les mots, mais par le travail du quotidien, par le travail dur de la couture, quand elle était dans les ateliers de ces grandes maisons parisiennes. Alors vous évoquez aussi la responsabilité qu'on fait peser aujourd'hui sur les consommateurs, sur les entrepreneurs, la société de responsabilisation, injonction à agir, pas indication de comment agir. Mais on a l'impression que le tout consommation va l'emporter, que les consommateurs dicteront quand même la loi aux producteurs et que ça sera le moins cher qui l'emportera. Mais alors, je vais m'arrêter sur votre dernière phrase, Christophe Barbier. Oui, c'est de plus en plus les consommateurs qui dictent aux producteurs. Mais ils dictent bien ? Et voyez, alors déjà, je me départis, pour y répondre à votre question, de toute considération morale ou manichéenne. La morale n'a rien à faire dans la politique économique. On est et notamment au Parlement, très souvent, je le dis aussi, dans une acception assez binaire des choses. Les patrons sont des méchants, les patrons veulent que des dividendes, ces espèces de caricatures permanentes qui m'ont choqué d'ailleurs, puisque quand on dit les patrons, dans l'imaginaire collectif, on pense plutôt aux grands patrons d'entreprises cotées, etc. Ce qui n'est absolument pas, et vos auditeurs en font partie, la réalité de ces entrepreneurs, petits entrepreneurs de France qui font la croissance française, qui sont plutôt des petits patrons de TPE, de PME, d'entreprises de quelques dizaines de salariés. Et bien souvent,
notamment dans le champ politique, par méconnaissance, parce que ceux qui critiquent les entrepreneurs et les dirigeants et les entreprises sont bien souvent des politiques qui n'ont jamais mis un pied dans l'entreprise. C'est une des choses qui m'a le plus frappé. Et donc j'ai voulu rappeler déjà que le paysage que les politiques faisaient des entrepreneurs, des dirigeants, était bien souvent biaisé. Ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, et regardez, autour de vous, faites l'exercice pendant 2-3 jours. Tout est accolé au terme responsable. On parle de mode responsable, on parle de consommation responsable, on parle de voitures responsables, d'entreprises responsables. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les citoyens, consommateurs, salariés, épargnants. On n'est pas schizophrène, on est tout ça à la fois. Qui sont en train de faire bouger les lignes. Quand on va aujourd'hui, je prends un exemple très court, l'épargne. Nous avons pour la plupart un peu d'épargne ou de l'assurance vie. De plus en plus aujourd'hui, les petits épargnants qui nous écoutent là en ce moment même demandent à leur banquier, est-ce que je peux avoir un peu de rendement, gagner un peu d'argent avec cette épargne et en même temps avoir un peu de sens, c'est-à-dire placer cette épargne au service de la planète, de la société. Ça s'appelle l'investissement socialement responsable, ça s'appelle la finance verte, ça s'appelle la finance solidaire. Oui. Jamais dans l'histoire de notre pays, depuis ces 20 dernières années, jamais les encours d'épargne n'ont été aussi forts à l'endroit de ces nouveaux actifs plus responsables. Mais ça bute sur ce que vous reprenez comme expression, la tragédie de l'horizon, c'est-à-dire qu'on regarde à court terme, alors le capitalisme financier, il veut des profits, au lieu de regarder à long terme, le sens. Mais je dis aussi une chose, et j'y crois profondément, l'humain est capable de faire changer le capitalisme. Je donne un exemple avec un fonds de pension qui a été assigné par un épargnant qui a gagné et qui a contraint ce fonds à donner à voir son plan de décarbonation et son action en faveur de l'environnement. Il faut parfois quelques exemples comme ça pour rappeler une chose. Il y a aujourd'hui des textes en cours. Je ne serai pas technique et je ne vais même pas les citer pour éviter d'embêter vos auditeurs. Mais l'Europe travaille. Beaucoup de gens parlent trop, parlent mal de ces sujets sans les connaître. C'est pour ça qu'en 135 pages, j'ai voulu en parler simplement. Des règles sont en cours, Christophe Barbier. Dans 2 ans, je ne sais pas où je serai. Peut-être, j'espère être encore votre invité. Dans 2 ans, toute entreprise européenne de plus de 250 salariés sera obligée, non pas parce que je le veux, je vous rassure, mais parce que l'Europe est en train de légiférer en ce moment même. Ça s'appelle CSRD pour ceux que ça intéresse. Vous serez obligé, en tant que dirigeant d'entreprise de plus de 250 salariés en Europe, de publier aux côtés de votre bilan financier votre bilan d'impact au plan environnemental et social. Et ce sera aussi important pour un investisseur, pour vos actionnaires, que votre bilan financier. C'est dire, beaucoup, et notamment à l'extrême gauche, ont de grandes envolées, mais ne font pas avancer le schmilblick. Moi, j'ai un parti pris, je vous l'ai dit, c'est les questions de morale, c'est pas mon sujet. Moi, j'étais vice-président de la commission des finances, et aujourd'hui, ma question, c'est comment ce capitalisme, il faut le rénover, et je vous ferai pas le coup de mon ennemi, c'est la finance. Sans la finance, la transition écologique et sociale restera de la poésie. Mais sans contrainte, la finance n'ira pas dans cette Mais qu'est-ce qu'il y a de plus contraignant qu'une loi européenne qui s'applique dans plus d'une vingtaine d'États membres pour toutes les entreprises, c'est-à-dire 50 000 entreprises européennes? Je vous rassure, parfois on me dit, oui, on est encore en train de se mettre des boulets aux pieds, nous, Européens, versus les Américains et les Chinois. Soyez rassurés, les Américains légifèrent aussi avec la fondation IFRS et l'Asie n'est pas en reste. Tous sont en train de bouger vers la transition écologique et sociale avec des preuves. Une agence du développement durable dont vous souhaitez la création pourrait être utile? Moi, j'écoute les anciens et ceux du très ancien monde. On a souvent tendance à créer des impôts, des taxes ou des commissions quand il y a un problème. Moi, ce que je dis, c'est que on a des organes très, très experts comme l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que, au même titre que vous avez un bilan financier, les entreprises, dans les 2 ans qui viennent, à compter de 2024, vont devoir avoir un bilan dit extra-financier, c'est-à-dire aux côtés de la finance, aux côtés de ton bénéfice. Quel est ton impact sur la planète et comment va ta cohésion sociale? Comment tu partages la valeur avec tes salariés? Quels sont les écarts de salaire? Y a-t-il des femmes dans ton conseil d'administration? Toutes ces questions deviennent aussi importantes que votre bénéfice. Je dis juste, comme ces données environnementales et sociales des entreprises vont devenir stratégiques, il faut poser la question de 2 façons. Comment les rendre les plus fiables possibles pour ne pas tromper les consommateurs épargnants sur des... On a vu du greenwashing, des fausses déclarations, on en a vu depuis 20 ans. Donc la question de la fiabilité des données et la question de l'accès aux données. Comment le consommateur, quand il achète un bien, peut, au-delà de la traçabilité du bien, connaître la pratique de l'entreprise qui l'a produit. Et donc là, je me pose la question, je vous rassure, je ne crée rien.
je reventile, comme on dit, non pas dans les tontons flingueurs, mais en politique publique, c'est-à-dire que je prends des agences qui existent déjà, et je trouverais intéressant de les rassembler. Alors, dans cette responsabilité sociale, vous l'avez dit, il y a l'égalité homme-femme. Oui. Que répondez-vous à Éric Zemmour qui dit la parité, c'est humiliant, ça veut dire que les femmes ne sont pas sélectionnées au mérite, on leur réserve des places. Le jour où j'aurai envie de répondre à Éric Zemmour sur des questions économiques, je vous jure que je vous appellerai. J'attends déjà qu'il m'en parle, parce que je pense que l'alpha et l'oméga des problématiques économiques que nous avons à confronter ne se réduisent pas à sa seule obsession, l'immigration. Je pense que nous avons, et Bruno Le Maire et moi partageons ce point de vue, nous avons une lecture de la société qui est en opposition orthogonale, pour reprendre les mots de Bruno Le Maire. Et donc je pense que ces considérations sur la parité, déjà étant une femme, je me garderais bien, si j'étais un homme, de parler pour les hommes. Pour le coup, Éric Zemmour n'est pas une femme, ne connaît pas les discriminations que les femmes peuvent connaître. J'ai eu la chance de les connaître et dans l'univers politique et dans l'univers de l'entreprise. Et donc j'ai envie de dire à Éric Zemmour très simplement, s'il y avait une meilleure solution depuis 25 ans pour qu'on siège dans les conseils d'administration et qu'on ait l'égalité salariale, nous aurions été informés. Force est de constater que non. Le consommateur attend tout de l'État en ce qui concerne la hausse des prix de l'énergie. On veut un chèque, on veut des baisses de taxes. Est-ce qu'on n'a pas oublié de mettre la pression sur les producteurs de pétrole et les distributeurs ? Je pense que rien n'est oublié dans la palette actuelle. Ce n'est pas à vous que je vais apprendre que pour mettre la pression sur les producteurs, il s'agit aussi d'enjeux géopolitiques tout à fait. Monstrueux pour les citer. J'aurais juste rappelé à l'endroit de certains démagogues, dont Jean-Luc Mélenchon, que contrairement au gaz et à l'électricité, le prix du carburant est un marché libre, donc il ne se contraint pas, il ne se bloque pas. Ça, c'est un peu comme Éric Zemmour, c'est le b.a.-ba de l'économie. Ça, mais encore faut-il s'y intéresser et travailler. Je vais vous dire, il va y avoir une solution. Le gouvernement bosse depuis des jours, sous l'égide du Premier ministre. Ce sera, et Gabriel Attal l'a redit, soit une baisse des taxes, soit un chèque. L'important, il y a deux choses importantes. Un, que ça aille très vite, et deux, que ce soit bien ciblé. La baisse de la TVA, elle est injuste. Ça vous permet, sur un plein, à vous consommateurs, 50 centimes d'économie. Ça coûte un demi-milliard de dépenses publiques. Et ça touche notamment la personne très aisée qui a un énorme SUV et qui ne verra rien sur sa baisse de plein. Donc notre job aujourd'hui, et je vous rassure, vous aurez la réponse d'ici la fin de la semaine, le gouvernement prend ses responsabilités, fait pas que parler et fera d'ici la fin de la semaine. Et après, pour un capitalisme citoyen, Olivia Grégoire, c'est aux éditions Impact. Merci, bonne journée. Merci à vous.